Et bien aujourd'hui, vous savez quoi? On va faire un tour dans notre beau paysage audiovisuel français pour essayer de vous faire découvrir quelques réalisateurs que vous ne connaissez pas forcément, ou alors que vous connaissez qu'un tout petit peu, ou même de nom juste, ou même carrément dont vous savez que l'ombre plane des fois sur certains projets de cinéma. Car oui, très souvent dans le cinéma, il y a beaucoup d'auteurs. Et il y a certains auteurs que malheureusement on connaît vaguement, ou dont on a un peu entendu parler, ou dont le nom nous dit vaguement quelque chose, ou alors on se dit « Ah non, je le connais pas, il a fait ça, ah ben je connais ce film ». Et ben je vais essayer de répondre à ce genre de questions au travers de cette vidéo. Je vais essayer de vous faire découvrir 5 réalisateurs français que vous ne connaissez peut-être pas, ou alors pas beaucoup. Je me doute que parmi vous, il y en a plein qui vont me dire « Oh mais moi je le connais, franchement t'abuses, tu vas chercher des noms que finalement on a déjà tous entendus ». Je pense qu'il y a certains de ces noms que vous ne connaissez pas et que je vais avoir le plaisir de vous faire découvrir, et si ce n'est le cas, que je vais avoir le plaisir de confirmer que vous devez découvrir. Ce sont 5 réalisateurs que j'ai découverts soit pendant mes études de cinéma, soit par pure curiosité, soit parce que j'allais dans les salles de cinéma et que je me suis perdu et qu'à un moment je suis tombé face à une œuvre de ces auteurs, soit parce que ils ont toujours hanté ma cinéphilie, même quand j'étais tout môme. Et on va pas perdre plus de temps et je vais vous faire découvrir un premier auteur. Le premier réalisateur que je vais vous faire découvrir, c'est un réalisateur très particulier. En soi, il est surtout connu pour avoir fait un objet qui a servi de base à un projet de long métrage et aujourd'hui d'une série. Mais derrière, c'est également un réalisateur de documentaires assez fascinant, et c'est surtout un mec qui a su garder beaucoup de mystère sur sa personne, parce que je vous inviterai ensuite à taper son nom sur Google Images. Il n'existe qu'une seule photo de Chris Marker. Parce que Chris Marker a été toujours très énigmatique par rapport à sa personne et par rapport à la manière avec laquelle il faisait du cinéma. Chris Marker, si vous ne voyez pas qui c'est un mec qui a surtout réalisé La Jetée, qui est un moyen métrage sous la forme de roman photo qui a inspiré l'Armée des 12 singes, bien inspiré d'ailleurs, c'est ce qui a servi de pure base, le film étant tout simplement extraordinaire à regarder parce que faut se dire derrière que c'est juste un roman photo, donc en soi on pourrait se dire oh ça va être lent, ça va être long, ça va pas raconter grand chose. Le film est bourré d'idées, mais alors vraiment dans la construction des plans, les photos sont absolument parfaites et elles arrivent à faire ressortir juste ce qu'il faut d'images. Derrière c'est aussi un mec qui est connu pour avoir réalisé 2 documentaires qui sont assez réputés, qui s'appellent Sans Soleil et Level 5, qui sont plutôt connus, mais qui sont connus de ceux qui connaissent bien Chris Marker, parce que Chris Marker, il a fait surtout donc des courts-métrages dans sa carrière. Si vous regardez sa filmographie, elle est bourrée de courts-métrages, la plupart étant d'ailleurs des romans photos, et quand ce n'est pas des romans photos, ça fait beaucoup penser à des romans photos dans la manière de construire ses cadres, dans la manière de développer les différents plans en fait qu'il met en scène. Et c'est ça qui est assez fascinant avec Chris Marker, c'est que tout du long de sa carrière, il a été fasciné par cette idée de mettre en scène l'image fixe. Cette idée qu'au travers de l'image fixe, on peut réussir à traduire beaucoup plus de choses qu'au travers d'une image mouvante, comme beaucoup d'auteurs de sa génération essayaient de le faire. Donc, en un sens, Chris Marker, bon, je sais que sa filmo est très difficile d'accès, que c'est pas toujours facile de regarder ses longs métrages et de se dire, allez, vas-y, on va se poser, on va regarder un film en photo, c'est particulier, mais regardez au moins La Jetée, ou Sans Soleil, ou Level 5, parce que ce sont des films qui restent très intéressants dans leur manière de concevoir la mise en scène, et qui apportent beaucoup de choses au cinéma. Ça reste difficile d'accès, j'ai pleinement conscience de ça, et là-dessus je ne peux pas vous dire que vous n'allez peut-être pas du tout accrocher, ou qu'au contraire vous allez adorer, ça sera peut-être l'un, ça sera peut-être l'autre, mais essayez de vous intéresser à la filmo de Chris Marker, parce que mine de rien, il a fortement influencé la manière de concevoir le cinéma pour beaucoup d'auteurs, notamment donc Terry Gilliam pour son Armée des 12 singes, mais au-delà de ça, il a vraiment eu une influence monstre, et quand vous demandez à beaucoup de réalisateurs de vous citer un film qui a été extrêmement marquant, il y en a beaucoup aujourd'hui encore qui citent La Jetée de Chris Marker, parce que c'est un film extraordinaire. Le deuxième cinéaste dont je vais vous parler est surtout connu pour un film. Et bizarrement, ces autres films, on les connaît moins. Parce que, en même temps, lorsque tu fais un chef-d'œuvre qui influence toute une génération de cinéastes de genre, et qu'encore aujourd'hui on n'arrête pas de citer comme l'un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma, c'est difficile derrière de faire en sorte que tes films autres soient un peu reconnus. Mais Georges Franju est un très très grand réalisateur. Un réalisateur qui donc a su s'imposer au travers d'un film, presque uniquement de ce film, qui se nomme Les yeux sans visage, qui a notamment servi de grosse base à un certain film qui s'appelle La piel que habito de Pedro Almodóvar,
Comme quoi, vous vous rendez bien compte que le pattern qu'il va y avoir au sein des différents auteurs que je vais citer ici, c'est qu'ils ont servi, entre guillemets, de terreau à beaucoup d'autres metteurs en scène. Comme c'est le cas avec Chris Marker, avec Terry Gilliam, Georges Franju a beaucoup inspiré Pedro Almodovar. Et bien d'autres metteurs en scène, si vous avez vu Les yeux sans visage, vous savez pourquoi. Et derrière, les autres films qu'on peut citer de Franju, c'est Thérèse Descroux, ainsi que La tête contre le mur, qui sont des films très intéressants, mais qui n'ont pas la même sève qu'a pu avoir Les yeux sans visage. Parce que pour le coup, Les yeux sans visage, ça a réussi à prendre certains codes d'un cinéma, on va dire old school à la Universal, avec des histoires de scientifiques fous, de cobayes, de monstres, etc. Et en même temps, à l'inclure dans un contexte beaucoup plus humain. Et finalement, c'est ça qu'on retient des yeux sans visage. C'est cette sensation que Franju, il a su s'accaparer toute une batterie de codes et les retranscrire dans un cinéma de genre qui se voulait beaucoup plus terre-à-terre, ou si ce n'est beaucoup plus terre-à-terre, qui servirait de vrai terreau pour ensuite inciter les cinéastes de genre à vouloir aller dans d'autres directions et pas uniquement vouloir faire absolument des films de monstres ou des films expressionnistes ou de l'impressionnisme, etc. Et c'est ça que je trouve vraiment fascinant. C'est qu'il a réussi à aller dans une direction où à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui hésitaient, qui se disaient « Ah, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ?» Et lui, il a su aller à fond dans cette idée-là, il a su proposer un film qui encore aujourd'hui est cité comme un chef-d'œuvre du genre et vraiment comme une œuvre extrêmement marquante. Moi, personnellement, je l'ai découvert en école de cinéma et je peux vous assurer qu'à la fin de la séance, on était tous les yeux écarquillés en train de se dire « Waouh, c'est impressionnant !» Le film a plus de 50 ans et j'ai l'impression qu'il est encore d'actualité. Et même aujourd'hui, je trouve que le film est encore d'actualité, arrive encore à marquer les esprits et à s'imprimer dans nos têtes comme quelque chose qui a forgé tout un cinéma de genre qui encore aujourd'hui sert de terreau pour beaucoup de metteurs en scène de genre français et autres. Parce que mine de rien, l'influence des yeux sans visage se ressent même dans certains cinéastes américains de genre aujourd'hui. Je pense que Jordan Peele, il doit connaître Les yeux sans visage et qu'il doit l'avoir en tête lorsqu'il fait des films comme Get Out ou comme Us. Parce que si on fait attention, il y a des petits clins d'œil. Je pense que le masque que porte un certain enfant dans Us n'est pas qu'anecdotique. Il doit avoir une certaine connotation par rapport à Franju. Ça ne serait pas étonnant. Le troisième metteur en scène que l'on va évoquer, je pense que pour la plupart vous le connaissez bien. Parce que c'est un metteur en scène qui n'a pas fait beaucoup de films, mais qui au travers de ses films a marqué toute une génération de spectateurs. Et qui plus est, derrière a inspiré beaucoup de réalisateurs encore aujourd'hui. Parce que Jacques Tati est un immense cinéaste et il a fait des grands films. Des grands films marquants dont moi je retiens surtout Les Vacances de Monsieur Hulot, parce que Les Vacances de Monsieur Hulot, c'est un film extraordinaire. C'est un film à une ambiance si atypique, avec un personnage extrêmement attachant, avec un petit côté à l'ancienne, mais une modernité qui se ressent déjà dans la manière de concevoir l'humour et les gags, etc. Enfin, c'est... Bon, déjà, pour citer Jacques Tati, c'est l'influence primaire d'un certain Rowan Atkinson qui joue un Mr Bean, qui accapare beaucoup de mimiques à la Monsieur Hulot. Mais Monsieur Hulot avait ce côté un petit peu candide et assez jovial qui le rendait vraiment attachant. Et Tati n'a jamais vraiment cherché à se détacher plus que ça de ce personnage au travers de ses films suivants. Je pense à Playtime ou à Mon Oncle, où il garde cette idée de mettre en scène un personnage qui soit un peu en décalage avec le monde qui l'entoure, mais avant d'être simplement en décalage, qui cherche une place et cette place, on ne veut pas la lui donner. Et je trouve que Jacques Tati, c'est un auteur atypique au sein du cinéma français. C'est un auteur qui n'a pas d'égal. Il a fait ses films dans son coin, il a réussi à marquer toute une génération et il a même réussi à inspirer des auteurs d'animation. Je veux dire, L'Illusionniste, réalisé par le mec qui a fait Les Triplettes de Belleville, c'est un film exceptionnel qui rend un hommage très vibrant et très touchant à Jacques Tati. Et au-delà de réussir à lui rendre un bel hommage, ça le fait presque revivre le temps d'un instant sans avoir besoin de reproduire à l'identique son visage, juste de le dessiner. C'est un film très beau, L'Illusionniste, si vous avez l'occasion de le voir. Mais avant tout, ouais, Jacques Tati, c'est vraiment un personnage qui a marqué l'histoire du cinéma. Il y a une statue de Monsieur Hulot qui se trouve sur la plage où il a tourné le long métrage. C'est vraiment un... Enfin, on cite souvent Jacques Demy, Agnès Varda dans cette génération de cinéastes qui ont vraiment réussi à imprimer un côté pop et un côté vraiment jovial à un cinéma français qui se voulait très sérieux dans cette époque-là avec la Nouvelle Vague. Mais on oublie un peu Jacques Tati. Et personnellement, moi j'ai envie qu'on remette en avant Jacques Tati parce que même si dans la plupart des têtes des cinéphiles, il est ancré, dans beaucoup de têtes de spectateurs, on cite d'autres cinéastes, mais on oublie Jacques Tati aujourd'hui. On a tendance à l'oublier parce que genre, on considère que Les Vacances de Monsieur Hulot, tout le monde l'a vu, que Playtime, tout le monde l'a vu, que Mon Oncle, tout le monde l'a vu. Je pense que c'est pas le cas.
et que vraiment il faut ramener dans les consciences Jacques Tati parce que Jacques Tati c'est un immense metteur en scène et encore aujourd'hui j'estime qu'il a un impact très fort sur la manière avec laquelle on conçoit la comédie à la française et que beaucoup d'auteurs devraient un peu plus aller chercher de son côté plutôt que de vouloir pondre des concepts un peu bizarres des fois et simplement revenir à quelque chose d'essentiel comme Jacques Tati savait le faire avec la comédie. Le quatrième cinéaste dont on va parler est un cinéaste que j'apprécie énormément. Bon, instant anecdote un peu inutile. Lorsque j'étais au lycée, j'avais tendance durant mes pauses à aller me balader dans un petit espace culturel d'une grande surface qu'on ne citera pas, et dans lequel il y avait souvent des réductions sur les DVD. Et c'était cette période-là où ma mère commençait un petit peu à me donner de l'argent de poche, et donc je me permettais de m'acheter quelques DVD à gauche et à droite. Et en fait, par pur hasard, un jour, je suis tombé sur 2 DVD qui étaient vendus séparément, mais dont les affiches m'attiraient énormément. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le plaisir de découvrir Jean-Jacques Benex, qui est encore aujourd'hui l'un de mes cinéastes français préférés. C'est un cinéaste qui a connu le succès au travers de 2 films notamment, même si on en oublie un 3e qui fait partie un petit peu de cette trilogie du succès qu'a eu Jean-Jacques Benex. Ces 2 films qui lui ont permis d'acquérir une vraie reconnaissance auprès du public et qui sont devenus des œuvres cultes d'ailleurs, c'est 37°2 le matin et Diva. Et le 3e long métrage que j'estimais être un petit peu dans cette vague, mais qui avait expérimenté un petit peu d'autre chose, c'était IP5. Diva est un film que je vous conseille de découvrir d'urgence si vous ne l'avez jamais vu, parce que c'est un très grand long métrage de cinéma, composé par un cinéaste qui sait comment jouer avec du rythme, mais au-delà de ça, comment construire une vraie ambiance. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le personnage de la diva a beaucoup inspiré un certain Luc Besson lorsqu'il a fait le 5e élément. Et je comprends pourquoi il a choisi cette référence-là. Et 37°2 le matin, c'est un film magique. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre moderne complètement sous-coté encore aujourd'hui, que beaucoup de gens connaissent juste de nom ou que des gens entendent vaguement de temps en temps parler parce qu'on recite Béatrice Dalle et qu'on lui reparle de ce film. Mais c'est dommage parce que Jean-Jacques Benex, mine de rien, c'est un auteur qui est encore en vie et qu'on a beaucoup oublié. Et je trouve ça triste parce que c'est vraiment un metteur en scène que personnellement j'apprécie plus que tout, dont je trouve le style particulièrement accrocheur, l'esthétique vraiment travaillée et chiadée, et c'est un mec qui était capable de façonner des histoires qui sur le papier pouvaient sembler extrêmement simples, genre 37°2 le matin, c'est une histoire très simple, c'est une romance qui va passer par de nombreux stades, mais c'est tellement bien conçu, c'est tellement bien amené, c'est tellement amené de manière intelligente, c'est tellement construit de manière juste, et qui plus est, c'est un cinéaste qui avait pas peur d'avoir de l'envergure parce que 37°2 le matin est sorti dans 2 versions. Une version cinéma qui était bien raccourcie, qui faisait 2 heures, et une version longue qui a connu un vrai succès populaire par la suite, un peu comme c'était le cas avec Le Grand Bleu, comme quoi les liens entre Luc Besson et Jean-Jacques Benex ne sont pas qu'anecdotiques. La version longue de 37°2 le matin fait plus de 3 heures. Et je préfère cette version longue. Parce que cette version longue, elle est tellement extraordinaire, elle nous fait passer par tellement de stades émotionnels, on ressent tellement de choses devant le travail de Jean-Jacques Benex qu'il a non seulement de son image, mais de l'ambiance, de ses acteurs, enfin, il maîtrise tout, et c'est ça qui me fascine dans 37°2 le matin, et dans la filmographie de Jean-Jacques Benex. C'est qu'à chaque fois, il y a cette minutie, cette intelligence de construire des éléments qui vont nous marquer, qui vont imprimer quelque chose de fort dans notre mémoire, et personnellement, c'est un cinéaste que je trouve très sous-coté encore aujourd'hui, que les gens ne citent pas assez, qu'il faudrait mettre beaucoup plus en avant. Et ouais, si vous avez l'occasion de découvrir le travail de Jean-Jacques Benex, foncez parce que je pense que vous ne le regretterez pas. Et regardez en priorité donc Diva et 37°2 le matin. D'abord Diva et ensuite 37°2 le matin parce que 37°2 le matin, faut se le farcir. Mais ces deux-là, c'est des œuvres exceptionnelles qui marquent totalement l'esprit lorsque vous avez fini de les regarder. Et je pense que vous les reciterez assez facilement derrière. Et le dernier cinéaste dont je vais vous parler, c'est un cinéaste qui est encore tout jeune, mais dont le nom n'est pas encore assez imprimé dans les consciences, je pense. Parce que c'est un cinéaste qui a réalisé 3 films et quelques courts-métrages, et qui n'a pas encore trouvé le succès, alors que je pense qu'il aurait déjà dû l'avoir depuis un bon petit moment. Ce cinéaste s'appelle Alain Guiraudy, et quand on pense à Alain Guiraudy, on pense surtout à L'Inconnu du lac. Mais il ne faut pas oublier Le Roi de l'évasion et son dernier en date, Rester vertical, qui sont des œuvres, même si elles sont bizarres, qui restent intéressantes. Mais personnellement, L'Inconnu du lac, pour moi, est un film vraiment fou. C'est un film qui a une ambiance qui fait vraiment penser à du cinéma de genre, mais qui s'inclut plutôt dans un cinéma dramatique que réellement terrifiant. Et il y a plein de choses dans L'Inconnu du lac. Bon, déjà, il y a Pierre Deladonchamp, que je trouve extraordinaire et qui, dans ce long métrage, est juste magique.
vraiment magique. C'est avec ce film que je suis tombé amoureux de cet acteur et encore aujourd'hui, je reste fasciné par la manière avec laquelle il maîtrise la caméra. Alors que franchement, il a un personnage qui est très compliqué et très ambigu. Mais je trouve le long métrage fantastique en termes de mise en scène. Il a vraiment quelque chose de fort. Et Alain Guiraudy, c'est un cinéaste qui a encore beaucoup de choses à prouver parce que comme je l'ai évoqué, sa carrière elle est encore balbutiante. Et je pense que c'est après quelques autres films qu'il arrivera à réellement marquer les esprits. Mais déjà, dans Le Roi de l'Évasion, on savait qu'il y avait un certain style à Alain Guiraudy, qu'il arrivait à bien mettre en place, qu'il arrivait à construire, qu'il arrivait à faire en sorte de rendre non seulement cohérent, mais en plus à s'accaparer vraiment des personnages qui étaient quand même assez extraordinaires dans leur genre. Et derrière, son dernier, Rester vertical, était peut-être une version un peu proche de l'overdose de son style de cinéma, qui avait tendance à abuser de certains éléments, à abuser de certains détails, à vouloir en faire un petit peu trop sur certains effets, et à peut-être perdre le spectateur. Mais il y avait quand même beaucoup d'idées, et mine de rien, c'est un film qui, avec le temps, a réussi à un peu mûrir dans ma tête. C'est vrai que quand je suis sorti de la salle, j'avais un peu un sentiment bizarre. J'avais la sensation que le film était un peu inutile, qu'il partait dans trop de directions, qu'il était trop vague. Et avec le recul, j'ai pris conscience que le long métrage voulait me raconter beaucoup plus de choses. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à accrocher au style de Guiraudy. Et par contre, L'Inconnu du lac, quand je l'avais vu à l'époque, ça m'avait complètement perdu. J'étais vraiment devant un film où j'étais en train de me dire « mais c'est extraordinaire de faire du cinéma comme ça ». Enfin, tout est cohérent, tout est parfait, tout est logique. Il y a en même temps une ambiance qui fait penser à du cinéma de genre. Et en même temps, c'est quelque chose qui s'en éloigne beaucoup. Et c'est ça qui m'a captivé dans son cinéma. Bon, comme je l'ai dit, il est encore un peu balbutiant, il y aura beaucoup de choses à réussir à améliorer par la suite et à perfectionner, mais je trouve qu'il y a déjà une patte Alain Guiraudy et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire par la suite et je vous incite réellement à découvrir ces 3 films. Bon ben voilà, on a fait notre petit tour. J'espère avoir réussi à vous faire découvrir quelques cinéastes français. Si vous avez en tête des cinéastes français que vous avez envie de faire découvrir aux autres, ou peut-être que je n'aurais pas cité et pour vous, il aurait fallu absolument les citer, allez-y, parce que réellement, je pense qu'il y a beaucoup de noms du cinéma français à faire découvrir aux autres. Mais déjà, ça me faisait plaisir de vous faire découvrir ces 5 cinéastes-là qui pour moi sont très importants, parce qu'ils ont vraiment bercé ma manière de regarder du cinéma depuis fastoche 15 ans. Et encore aujourd'hui, c'est des cinéastes que j'aime reciter parce qu'ils m'ont apporté quelque chose. Je pense notamment à Jean-Jacques Benex ou Franju ou Marqueur qui ont vraiment permis à ma manière d'aborder le cinéma d'évoluer dans un sens où aujourd'hui, si j'ai une vision du cinéma qui est assez tranchée, c'est grâce en partie à ces 3 auteurs. Mais au-delà de ça, ouais, c'est des cinéastes que je trouve très importants et qu'il faut encore aujourd'hui remettre en avant parce que comme j'expliquais par exemple avec Tati qui a tendance à être un petit peu oublié, il faut mettre en avant ces cinéastes. Et comme d'habitude, je vais finir en vous disant simplement ces petits mots que je dis à chaque fois à la fin. Regardez des films parce que c'est bien de regarder des films et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ah oui, Mocky. Découvrez Jean-Pierre Mocky. Parce que dans le genre cinéaste français qu'on oublie un petit peu, Jean-Pierre Mocky, c'est de la perle, mais alors de la grosse perlouse.